de Dieu, qu'est-ce qui va pas avec cette prise? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, King Kong? Mais où est-ce qu'il est? Le son était mauvais la première fois, c'est la télé. Je veux dire, l'aventure est plus grande quand on a le premier rôle. Le premier rôle féminin. Non, c'est toujours plus intéressant, bien sûr, puisqu'on est concerné bout en bout par un film. Bonsoir et bienvenue dans la 4e émission de la 7e prise, votre podcast cinéma présenté par 7 somptueux spécialistes. Et ce soir, nous sommes 4. Alors pour commencer, Gwen. Bonsoir la 7e prise. En deuxième, Lou. Bonsoir. Et enfin, la toute nouvelle, Juliette. Salut. Salut. Alors, Salut. Ce soir, nous abordons quel réalisateur, Lou ? Alors nous allons vous présenter un réalisateur qui est à la fois, réalisateur oui, et producteur américain né dans les années 60, qui est David Fincher. David Fincher, exactement. Donc on a tous regardé beaucoup de films sur David Fincher et nous avons des avis très divergents. Même si sa filmo, elle est pas si grande que ça d'ailleurs. Ouais, 12 films. 12 films. Non, même, Ouais, elle est déjà plus grande que la mienne, c'est sûr. 12 films, mais il en a fait 3 ou 4 indépendants qui ont été jartés très très vite. Enfin bref. Alors tout simplement ces films, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des thrillers psychologiques et c'est des drames biographiques ou autobiographiques. Si je Parce puis me qu'il en a fait permettre, quelques-uns. Mais pas tu tous vas des arrêter de thrillers. couper la parole. C'est pas tous des thrillers. C'est pour ça que j'ai dit ce sont ci, ce sont ça. Si tu écoutais Juliette, Je pense qu'il va y avoir beaucoup de débats ce soir. je peux finir mon propos. Écoutez, elle va crier, ça va saturer, ça va être chiant. Qui ont obtenu une 40aine de nominations aux Oscars. Et David Fincher en question a été nommé 3 fois consécutives pour l'Oscar du meilleur réalisateur. Mhm. Et j'en retiens surtout 2, moi personnellement. Ok. Fight Club Ok. et Zodiac. Et tout simplement, Zodiac, je vais commencer par Zodiac. parce Elle que va commencer par Zodiac. Je vais commencer par Zodiac, je l'affirme haut et fort comme ça, en tapant le poing sur la table et je vais me faire mal. Pourquoi tu veux commencer par Zodiac ? Parce que, moi justement, c'est un des films que j'ai le moins apprécié de Fincher. Tout simplement, c'est une enquête sur un serial killer qui a réellement existé, le Zodiac. Je sais plus si c'est fin des années 60, début des années 70, ou fin années 70, début des années 80. Non, c'est 60-70. 60-70. Et moi, ce qui m'a particulièrement saoulée, c'est la longueur. Ouais. C'est la longueur. En fait, c'est un film qui a été avoué tel quel, parce que ça doit être un film long, par sa durée, ok. Et son but, justement, par sa longueur, c'est de rendre une certaine justice. Mais au bout d'un moment, c'est beaucoup trop long. Et t'en oublies même le propos du film. Il n'y a aucune réelle finalité, je trouve. En fait, justement, le but du film, c'était plutôt que de voir, vu qu'on ne sait pas en fait qui est au final le Zodiac, on sait pas, dans la vraie vie, on ne sait pas réellement qui c'est. C'est plutôt de suivre la vie en fait des enquêteurs. Pour moi, c'est plus un docu-fiction moderne. J'ai pas envie de le considérer comme un film. Parce qu'il n'y a rien d'intéressant, même visuellement. Après, vraiment, le but du film, je pense, c'était plutôt de montrer toute la quête de questionnement autour de justement ce tueur et comment les enquêteurs le vivaient, en fait, comment ils deviennent ouf à la fin parce qu'ils trouvent pas. Ah oui, ça je suis d'accord, parce que sur le propos du film, c'est une histoire vraie qui est complète, longue, qui est bourrée de détails. Il y a beaucoup de détails et c'est vrai qu'il y en a certains qui sont quand même très intéressants, mais par contre, les dialogues sont très imposants. Un peu trop même parfois. Ils sont malgré tout bien dirigés, avec une bonne mise en scène. Mais là, Mais c'est quand long. tu connais l'histoire du Zodiac et quand tu as eu l'occasion de lire des articles dessus, des dossiers d'enquête que tu peux retrouver n'importe où, ou même des documentaires, la chronologie, elle est très maladroite. Alors je suis pas fan du coup de l'idée de faire une histoire vraie si la chronologie elle tient pas la route. J'avoue que c'est un peu long. Déjà, de base, ils expliquent quand même... Si c'est aussi long, c'est quand même pour mettre en contexte, et justement, le contexte historique. Mais comme tu dis, il est un peu bancal. C'est trop bancal. Et en ça plus tue de le ça, film, je trouve. Après, ce qui est plus intéressant à voir dans le film, c'est vraiment ce moment où t'es persuadé, en fait, que c'est quelqu'un, lui, le tueur, ou que t'es persuadé de quelque chose, pour qu'au final, en fait... t'es jamais la preuve, en fait, et t'auras jamais la preuve que c'est lui. Justement, en fait, c'est ancré dans des indications de temps, mais ça aide pas le spectateur, je trouve. Le spectateur, moi personnellement, j'ai juste été paumée et à plein de moments, je me disais, mais attends, ça s'est passé quand ça ? Ah, ok. Du coup, à ce moment-là où je me disais au tout début, ok, il s'est passé ça, mais en fait, il le dit seulement à la fin. Mais du coup, il s'est passé quoi entre temps ? Ah oui, il y a eu ça, mais pourquoi en fait ? Je ne comprends pas. Exactement ce qu'il veut te faire retranscrire. Ouais, mais je trouve que c'est
Je trouve que c'est mal fait. C'est trop C'est brillant hyper dans l'image. frustrant. C'est Frustrant à la frustrant, fin. ouais. Pour À la la fin, fin, moi, j'étais- frustrant. Et c'est ça qui est génial, parce que, j'avais exactement le même avis que vous sur le fait que ça soit trop long quand je l'avais vu il y a 2-3 ans déjà. Et voilà, j'avais juste trouvé le film chiant. Voilà, j'avais commencé à regarder pas mal de films. J'ai pas été hypée par le scénario. Et celui-là, ouais, ok. Mais je l'avais trouvé particulièrement long. Et dans la redécouverte, finalement, je l'ai trouvé super intéressant parce qu'il y a film long et film qui veut te paraître long, tu vois. Genre vraiment, c'est la durée correspond parfaitement au truc qui veut te faire long. Le but, c'est quoi ? C'est que c'est une enquête qui est interminable et qui aura jamais de résolution. Et forcément, il veut te le faire retranscrire par la longueur et surtout la folie des personnages où pour eux, c'est pas possible, quoi. C'est une enquête qui aboutira jamais et c'est pour ça qu'il y a plusieurs étapes au truc. C'est au début, c'est le perso de Mark Ruffalo et Robert Downey Jr. Qui enquêtent et tout. Ils croient avoir trouvé la bonne piste et après... La deuxième partie, c'est beaucoup plus le perso de Jake Gyllenhaal. Justement, c'est bien que tu soulignes ce fait. J'avais noté et j'avais surtout remarqué, en fait, les personnages, le look des personnages, leurs caractéristiques, tout au long du film, et même dans les autres films de Fincher, je trouve que on est sur le même prototype. Il change pas spécialement, parce que il a quand même une spécialisation dans ses réalisations. J'en avais parlé au début, que ce soit les thrillers psychologiques ou même les films historiques d'un aspect très moderne. Mais je trouve que justement, moi je suis totalement déstabilisée par le temps du film et du coup ça me perturbe totalement. En fait, il y a l'intention, tu vois. Genre, mais bien sûr, mais ça je la vois l'intention, mais ça me charme pas pour autant. Après, ça plaît ou ça plaît pas, mais je pense vraiment que la finalité du film, c'était qu'on se rende compte à la fin que l'importance de ce film, c'était pas de voir qui était le tueur et je pense que la première visualisation du film, on peut être frustré parce qu'on se dit mais en fait on n'a même pas de finalité. Moi c'est ça que j'attendais. Moi je voulais savoir c'était qui le tueur. Mais j'ai été frustrée par. C'est la non catharsis du truc et c'est ça qui est génial au final. Quoi. Je pense que le vrai message du film, c'était de voir, en fait, de suivre, de croire tout du long que ce qui nous intéressait vraiment, c'était qui était le tueur. Alors qu'en fait, c'était tout simplement voir comment ça peut rendre une enquête policière autour de ces personnages principaux et comment en fait ça rend fou et comment ça a rendu fou les enquêteurs dans la vraie vie à l'époque d'être à ça de trouver le tueur mais de ne jamais être sûr et d'en être jamais sûr en fait. Au final, tu sauras jamais. Mais du coup, c'est ça qui est beau, je trouve, parce que du coup, nos émotions devant le film sont exactement ce que ressent le perso de Mark Ruffalo à un moment donné. C'est que, ce qui est bien travaillé. Mec, arrête, tu t'embrouilles pour rien, ça va mener à rien, il faut arrêter, il faut mettre stop. Sauf que non, tu vois, genre vraiment, c'est le perso de Jake Gyllenhaal qui a rien à voir avec les persos d'enquêteurs, qui est sûr d'avoir trouvé la solution. Et même nous, à un moment donné, devant le film, c'est ce gars-là est trop suspect, c'est trop évident, il y a trop de trucs qui le mènent à lui. Mais j'ai trouvé ça bien, c'est que après, littéralement, Fincher te dit, regardez, je suis en train de faire un film long et vous le comprenez pourquoi. En fait, c'est ça. Parce que c'est même pas son film le plus long au final, tu vois. Mais c'est le film qui a l'impression de. C'est l'impression qui est très très longue, mais c'est loin d'être. C'est lequel le plus long de Fincher ? Benjamin Button, je crois. Oui, c'est vrai. Benjamin Button. Il fait 2h50. Je pense que il dure presque 3 heures. Ouais. Mais il y en a pas un qui dure plus de 3 heures justement ? Non. Je ne crois pas. Mais non. Moi, ce que je pense, c'est que aussi, là, s'il nous écouterait, Fincher, il me dirait salut, bisous. Bonjour, Fincher. YOLO. C'est vraiment qu'il se dirait, mais en fait, c'est le but, putain de merde, que ce soit long pour vous. Parce que justement, c'est tellement long. Moi, je l'ai dit en soi que c'était le but, mais que ça m'a pas hypé pour autant. T'as le droit. J'aime bien les films longs et où ça fait ressentir, où le réalisateur ou la réalisatrice veut faire en sorte que cette lenteur ou ce temps long se fasse ressentir. C'est drainant, quoi. Ouais, mais là, moi, sur ce coup, j'ai été un peu déçue quand même par Zodiac. C'est quand même Zodiac. intéressant parce qu'il a ça réussi, reste intéressant. Il a réussi à le faire et au final, on est frustré exactement comme les enquêteurs et exactement comme ils l'ont été dans la vraie vie. Donc c'est ça qui est cool aussi. Ça paraît lent, mais en fait, tu te rends compte que le montage
le montage est hyper rapide. Enfin, j'étais là des fois devant le visionnage, j'étais là en mode ça switch, tu vois, vu qu'il y a pas mal de discussions parce que c'est un film de discussion forcément. Mais ça switch pas mal entre les persos et t'es là, t'as des cuts qui font même pas 2 secondes. Et tu te dis, c'est un montage rapide comme dans beaucoup de ces films d'ailleurs. Pour un effet lent. Après, je trouve que quand même, il y a un esthétisme assez intéressant parce que colorimétrie, tout ça, ça te met quand même dans une ambiance. Enfin, moi, j'ai trouvé ça pour le coup c'est plutôt froid déjà les couleurs. Froid, très froide. Plutôt bleu gris, un truc comme ça. Moi, donc c'est très terre à terre qui ne m'attirent pas. Moi, j'aime bien justement au contraire des couleurs chaudes. Couleurs chaudes, quand même très pétantes. C'est pas ce genre de couleur qui moi ça va m'attirer. T'as préféré Fight Club? Fight Club, en vrai, pour son esthétisme, j'ai adoré. Pour sa mise en scène aussi. Contrairement à Zodiac. Aussi, les couleurs sont très chaudes. Seven, l'esthétique de Seven est excellente. Moi, je trouve que c'est un des meilleurs. Visuellement, il est super beau. Bah, d'ailleurs, Seven, par contre, ça a été fait pour être quand même dans un esthétisme des années 50. Oui. C'est ça. Des années 50, mais modernisé pour qu'il se réactualise. Bah, en fait, c'est genre un contexte historique actuel, mais avec une colorimétrie des années 50, en fait. Est-ce que ce serait le moment de passer au prochain film dire notre préf? Dernière chose que je voulais aborder sur Zodiac, c'est justement tout ça pour finalement l'inintérêt même du tueur, tu vois. Genre, je trouve que du coup, le perso du Zodiac en lui-même n'est pas un personnage intéressant. Et ça se casse la tête pour un tueur, ils le disent même dans le film que après t'as différents types de morts et ça c'est sûr que par exemple en accident de la route sur un terme de 1 mois il y a beaucoup plus de dégâts que ce qu'a fait ce tueur au fin fond de l'Amérique et qu'au final on recherche un gars lambda. Super lambda. C'est comme s'ils oubliaient l'essence même du problème en fait et que là dans le film Fincher nous montrait en fait tout ce qui découle de ce putain de problème de tueur en fait. C'est comment ça a réussi à leur gâcher la vie au-delà des meurtres en fait de par la suite tout simplement pendant l'enquête. Mais du coup c'est ça aussi parce que du coup ça disait tout à l'heure que Fincher c'était des films policiers, thrillers psychologiques et je trouve que du coup par rapport à Gone Girl tu vois il prend vachement le contre-pied du dans Zodiac. On n'a que la version des enquêteurs. On le montre jamais le Zodiac. Et t'arrives, il fait Gone Girl, un nouveau thriller policier. Et là aussi, c'est pareil, c'est tiré d'une histoire vraie d'un mec qui est retourné dans sa maison et qui a jamais revu sa femme et qui voilà. Après, sauf que là, on a le point de vue de la meuf qui est totalement du coup inventé. Et du coup, je trouve cette comparaison-là où ce contre-pied est un parti pris intéressant, quoi. Si on parle de films purement d'enquête et de thriller policier, on peut parler de Seven. Vas-y. Du coup, Seven qui est porté par un duo d'acteurs assez fantastique, donc Morgan Freeman et Brad Pitt. Moi, personnellement, j'ai vraiment adoré. Il était bien, Seven. Ils avaient voulu prendre Al Pacino, un truc comme ça. Je sais plus pour quel rôle ils avaient voulu. Ils ont, à l'origine, ils voulaient, ouais. Il y en a plein qui ont refusé, quoi. Bon. Après, David Fincher, il est connu pour ne pas être le réel le plus tendre ou le plus sympathique. Non, mais à l'époque, il y a beaucoup d'acteurs connus. Il y a des réals qui sont pas tendres et qui ont quand même des castings de folie. Mais à chaque fois, ils prennent quand même beaucoup de temps. Kubrick. Genre, justement, Stanley Kubrick. On va pas se mentir, Brad Pitt et Fincher, ça a matché dès le début. Attends, quand tu vois dans Fight Club où il a vraiment donné la chance à Brad Pitt dans Fight Club, c'est incroyable. La direction d'acteur de Fincher avec le jeu de Brad Pitt, ça fonctionne super bien. N'empêche que Fincher, il a quand même un certain talent dans la mise en scène, je trouve. Un très très bon talent. Justement, dans la direction d'acteur aussi, je trouve il est particulièrement talentueux là-dessus. Et du coup, Seven, que j'ai découvert justement pour le podcast, je me suis dit, waouh, c'est vraiment super bien construit. Genre vraiment, le film, en fait, il te laisse pas beaucoup d'espace pour toi-même te faire un avis en fait sur qui est le tueur, qu'est-ce qui se passe vraiment. Et en fait, tu vas beaucoup suivre en fait les résolutions des enquêteurs. Et justement, leur point de vue à eux tout au long.
et tu vas te laisser porter en fait vraiment par le récit, je trouve. Et jusqu'à arriver justement au moment où tu as les premières révélations. D'ailleurs, le tueur, l'acteur du coup qui est joué par Kevin Spacey. Kevin Spacey, il a été complètement il a complètement été caché en fait du public en fait jusqu'à la sortie de Seven. C'est-à-dire que personne ne savait que Kevin Spacey tournait dans le film. Et ça, je trouve ça super cool parce que justement là, tu as une vraie révélation justement du tueur, c'est-à-dire il arrive vraiment de nulle part et justement c'est tout ce truc-là. Il arrive déguisé dans les escaliers en tant que journaliste, etc. À un moment dans le film, là, t'es en mode le mec, il va quand même super loin et il est là pour perdre. Et justement, je trouve que la façon dont Fincher il a fait pour justement qu'en tout cas que le spectateur n'ait pas de place à la réflexion personnelle, ça marche super bien parce que du coup là quand t'as la révélation t'es en mode mais il est vraiment fou, toujours ce truc du mec lambda quoi. Ouais, c'est ça. Apparemment aussi la vision qu'il fait de New York, c'est aussi sa vision hyper personnelle et apparemment il aurait clairement pas fait ce film s'il n'avait pas fait une expérience à New York comme tel et que vraiment il a voulu montrer la ville. Oui, parce que pendant ses études, quand il avait 20 ans, il a fait ses études à New York et apparemment, il aurait très mal vécu justement ce passage. En même temps, c'est une ville très compliquée mais qui permet de donner naissance à tellement de choses et il a quand même réussi à mettre aussi un bout de son passé mais tellement petit, personne ne le voit, faut vraiment se renseigner sur le mec en lui-même pour savoir en fait. Et c'est pour ça que s'il avait jamais été à New York, apparemment il aurait sûrement jamais fait ce film parce que pour le coup c'est hyper sa vision de là-dessus, c'est hyper perso quoi. Justement dans le film toute cette vision négative, les sentiments que c'est à New York, c'est super exprimé justement à travers du coup la femme du personnage de Brad Pitt qui est jouée par Gwyneth Paltrow et qui justement elle ne se sent pas mal, elle se sent super mal à New York et il y a une scène très touchante justement, elle explique au personnage de Morgan Freeman que elle se voit pas en fait élever ses enfants à New York et je pense que ce film là en tout cas la façon dont la ville est tournée c'est tout un renfermement aussi et je pense qu'il veut vraiment exprimer ça le mauvais sentiment d'une grande ville et oui c'est un New York sale, c'est un New York destructeur qui monte pardon. Oui c'est ça, c'est vraiment c'est un New York qui fait que les gens se sentent pas à l'aise. Ce qui est très véridique. Hein. Oui, ça c'est avec sûr. Ce qui est très véridique. Ouais, mais bien sûr que oui. C'est un film qui est très film noir finalement dans la façon. Ah oui, mais clairement. Dans comment on nous présente des détectives privés, on est purement dans ce cas du dérivé de film noir. Même si le film noir, ça n'existe plus vraiment après les années 50. On voit que c'est une influence qui est vraiment là quoi. Et pour en arriver à un twist totalement éclaté. Tu trouves qu'il est pas bon le twist Ouais. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, on suit Seven, d'accord ? Ouais. Donc, une histoire de policier. Et j'ai l'impression que du coup, tout le film arrive pour son final qui, dans la majorité des cas, les gens adulent pour « Waouh !» C'est le meilleur twist de l'histoire du cinéma. Ouais, on a vu mieux, quoi. On va pas se mentir. Alors que c'en est même pas un. C'en est même pas un. Pourquoi ? Parce que t'arrives... En fait, pour moi, c'est pas un twist. C'est juste une nouvelle information. Ouais. Une nouvelle information que t'as à la fin. Mais pour moi, un twist, c'est quoi ? Donc, normalement, voilà... Donc, je vais spoiler Seven, c'est bon, tout le monde l'a vu. C'est que on arrive, sa femme meurt à la fin avec What's in the box et sa tête, c'est marrant. Mais faut revoir quand même la définition du marrant. C'est un peu grave quand même, Kylian, on va pas se mentir. Ne vous inquiétez pas, il est gentil en vrai. Genre. Je suis gentil. T'es un gentil garçon. C'est ça. C'est plutôt flippant que marrant. Mais du coup, on arrive et il s'avère que c'est sa femme qui est dans la boîte. Oui. Sauf que moi, j'arrive devant l'information. Honnêtement, je m'en fous. Genre, pourquoi ? Ok, c'est important pour le personnage de Brad Pitt parce que c'est important pour le personnage de Brad Pitt parce que c'est sa femme. Ok, c'est très bien, on a l'information. Sauf que nous, on
on n'a rien de leur relation. On a eu aucun élément, on n'a eu aucune anecdote. On s'y attache à ce personnage-là. On s'attache à ce personnage-là, mais on ne sait pas leur forcément relation. à la situation, à la relation. T'as plus de relations entre sa femme et Morgan Freeman dans la scène du resto que entre eux. Avec Brad Pitt à travers justement cette interface, enfin cette interaction avec Morgan Freeman. T'as vraiment dit Frat Pitt. Brad Pitt. Ça arrive de bégayer, hein. Super ce film de David Hasselhoff. Tu vas être censuré. Mais du coup, on arrive devant cette information et on s'y attache pas plus que ça. Et en fait, le but d'un twist aussi, c'est quoi ? C'est que ça doit changer le sens du récit. Sauf que là, il n'y a aucun réel sens qui est changé. Genre, c'est juste sa femme qui meurt. C'est une révélation. C'est juste une révélation comme ça, en fin. Et genre, normalement, voilà, c'est un twist, ça doit bousculer le récit. Et Fight Club, voilà aussi exemple du coup voilà, de twist où du coup ça change ton interprétation du récit. On y viendra, ouais. Fight Club, on avait tous deviné. Et du coup, oui, si tu clignes pas des yeux, oui. C'est comme Sixième Sens de Night Shyamalan, genre tu t'y attends un peu à la moitié du film que le twist ce sera ça, tu vois. Voilà. Mais du coup, t'arrives et en fait, c'est juste une nouvelle information et ça ne change le sens d'absolument rien du tout, que ce soit dans leur relation, que ce soit dans le film en général. Et non, je suis désolée, c'est pas un twist, c'est juste une nouvelle information sur un perso auquel je suis pas attachée. Du coup, je suis là et je me retrouve comme un con devant le film et j'ai pas d'émotion. Ouais. J'ai eu du mal à m'attacher sur un personnage qui a tout le temps été flou. Ça, pour moi, ce personnage était là ou non, ça n'aurait eu aucune importance à mon expérience de voir ce film. Vraiment, rien à faire. Le personnage de Gwyneth Paltrow, c'est ça ? Ouais. Ok. Vraiment, ça m'aurait en fait, fait ni chaud ni froid. C'est tout simplement un problème de watch time, quoi. Genre, et tout simplement, non, c'est comme ça et ça m'atteint pas. Et c'est triste, hein, mais non, aucune émotion. Aucune considération. Même pas après avec toutes les réactions justement de Brad Pitt par rapport. Et c'est ça, en fait, c'est ça aussi, c'est le twist. Mais il a amené d'une façon dramaturgique, non, dramatique. Il a amené d'une façon dramatique, c'est pas le mais même domaine. T'es là, vas-y, tu souffles. Genre pendant les 20 dernières minutes, ils sont là dans la voiture, tu découvres un peu le pourquoi le tueur fait ça, nanani, nanana. La fin, elle sort un petit peu de l'enfermement, où là, t'es vraiment dehors, t'es dans un champ. Là, t'es en mode, c'est différent. C'est différent. On est dans un désert. Ça change aucun sens par rapport à voilà un twist à la Fight Club, un twist à la Saw, un twist à. En parlant de Fight Club. Non, parlons de Fight Club. Vas-y, on amène à Fight Club. Fight Club, c'est quoi ? C'est un film super intéressant qui suit de base la vie d'un mec vraiment qui aime pas son travail, qui se fait chier dans sa vie et qui va découvrir donc le Fight Club. Donc au début on peut clairement voir qu'il y a un truc autour du capitalisme et vraiment qui montre, mais justement on en reviendra après, pourquoi c'est un peu hilarant que on rigole. Parle du capitalisme. Du coup ça montre vraiment une image anticapitaliste. Redis-nous les codes du Fight Club. Première règle du Fight Club, on ne parle pas du Fight Club. Non, c'est cringe, s'il vous plaît, arrêtez. Il fallait forcément le dire quelque part. Kylian, il aime pas le cinéma J'aime le bon cinéma. Du coup, ça parle d'abord, du coup, ça traite tout ça. Même, il y a pas mal de placements de produits, même pour Starbucks, qui sont faits vraiment pour montrer. Ah, déjà dans Fight Club ? Ouais. Putain, oui. Dans The Killer, il y en a plein. Pour montrer, mais c'est ça qui m'a saoulée. C'était l'ironie du sort pour montrer un peu en mode, vous voyez, ça vous choque même pas, tellement vous êtes habitués à en voir partout. Et justement, toute la blague sur Ikea aussi, avec où t'as toute une scène où il va t'afficher les prix de chaque meuble en fait dans la pièce, etc. Mais est-ce que ça avait vraiment une tendance comique cette séquence-là ? Parce que moi, c'est très drôle. Je change d'humour. Je l'ai pas trouvé drôle. Vraiment, je l'ai pas du tout trouvé. J'arrive de absolument pas. Okay. Pourtant, je rigole. Je suis un bon public, je rigole à tout, mais ça m'a vraiment pas fait rire. Moi, vraiment, ça m'a fait très très rire. Pas moi. Pas du tout. J'ai trouvé ça redondant. Mais après, il y a aussi, voilà, donc du coup de base ça traite ça, de base, vraiment il y a vraiment une quête identitaire durant tout le film, parce que d'abord il y a clairement
Lui, il est là, il est paumé, il sait pas ce qu'il veut faire. Hop, il y a le Fight Club qui arrive, il est beaucoup plus heureux. Lol. Du coup, t'as l'impression qu'en fait, les deux sujets principaux de base, c'est voilà, t'es pas heureux dans ta vie, l'anticapitalisme, machin. Et t'as, au final, vas-y, souffre et tu vas être plus heureux, puisque il y a tout un truc autour de la masculinité aussi. Masculinité toxique, ouais. De ouf. Ouais. Enfin, vraiment autour de même ils veulent castrer les mecs. Enfin, il y a vraiment tout un délire autour de ça. Ce que je trouve Et légitime. au final, quand tout ça se finit, Non, je rigole. quand tout ça se finit, tu te rends compte qu'en fait le réel problème n'a pas été résolu, aka la solitude, putain de merde. Et le seul personnage à qui comprend au final, c'est la meuf Marla, ou je sais plus son prénom là. Oui. C'est vraiment la seule meuf qui se sent super seule, et c'est la seule meuf qui l'évite tout du long parce qu'il a peur en fait de ce qu'il va ressentir pour elle. Parce que voilà, et donc tout le personnage qui s'est créé avec Brad Pitt là, en fait, merci ceux qui n'avaient pas compris que c'était lui-même un alter ego, bon voilà. Et que, Tyler Durden. Mais franchement, ça c'était assez évident. Mais en fait, tu te rends compte que même quand il est passé à autre chose, que. Enfin, après, c'est un peu un message bidon, entre guillemets, mais c'est vrai que bon, si t'es seul, c'est pas en devenant un mec, un mâle alpha que tu vas régler tes problèmes, c'est pas en... Enfin, tu vois, il y a pas que ça, quoi, c'est vraiment régler ta solitude, et au final, d'ailleurs, c'est seulement quand il se rend compte de tout ça qu'il arrive à faire le premier pas avec la meuf, et qu'il lui donne la main. Donc il y a tout ça, quoi, et c'est vrai que quand même je trouve que c'est un truc assez intéressant psychologiquement, parce que ça traite de choses assez évidentes et assez récurrentes dans la vie de plusieurs hommes et même de femmes, mais bon là en l'occurrence ça parle clairement de la masculinité, donc bon. Mais je pense que ça peut, beaucoup de gens peuvent se reconnaître là-dedans en fait. Mais c'est vrai que c'est marrant que lui-même parle soit anticapitaliste dans ce film, alors que bon, David Fincher t'es quand même un cinéaste américain, hollywoodien, tout ça. Donc, après, ça a un peu rien à voir, quoi. Tu peux très bien être un cinéaste hollywoodien et mais toi-même dénoncer t'as rigolé de cette information parce que ça veut rien dire à la base, mais quand tu sais qu'après... Non, c'est juste que j'ai rigolé de cette information parce que je trouve qu'il traite très mal l'anticapitalisme de base, quoi. Moi, je trouve personnellement que c'est... Je suis d'accord avec Kylian sur ce con. On traite pas tant que ça de tout cet aspect capitaliste. Si, justement. Moi, je retiens surtout la violence que tu peux retrouver, une certaine forme de violence du film. Je dis juste un truc. Moi, ce que je voulais juste dire, c'est pas que t'es forcément un cinéaste et tu peux pas être anticapitaliste. C'est juste que lui, dans son cas, quand on sait ce qu'il fait même actuellement, entre ce que vous m'avez dit juste avant et que j'étais pas au courant, ses éloges à Netflix, ses éloges à Netflix, ses éloges à plein de choses, voilà. Alors que ça fait quoi, genre 20 ans qu'il a pas mis les pieds dans un cinéma? C'est un peu contradictoire avec son discours anticapitaliste, tout ça. Après, évidemment, tu peux clairement être un cinéaste hollywoodien et être anticapitaliste, ça oui. Mais c'était juste que lui, spécifiquement, j'étais en mode le culot. Après, le problème dans Fight Club, c'est que ok, il le traite, mais il va pas jusqu'au bout et il l'assume pas. Pourquoi ? Parce que du coup, il a créé un personnage schizophrène, typé fou, typé il comprend pas ce qu'il fait. Ce personnage s'est inventé un alter ego qui va faire toutes les actions à sa place, et qu'à la fin, il va se rendre compte que merde, j'ai fait n'importe quoi, on arrête le processus. Est-ce que c'est vraiment de la schizophrénie ? Je suis pas sûre. C'est plus symbolique. Il y a des attraits. Oui, il y a des attraits parce qu'il l'a utilisé comme ça. C'est poussé. C'est poussé, sauf que du coup, en tant qu'individu normal, sans le perso de Tyler Durden, il assume pas, le perso assume pas son propos et a l'impression de faire n'importe quoi. Genre, il est là, non les gars, on va pas faire exploser les bâtiments de la finance. Évidemment, c'est très violent. C'est vraiment un maximum de dégâts, même s'il a dit que il y avait personne dedans et tout. Sauf que du coup, le message, c'est quoi ? C'est que, en fait, pour être un peu anarchiste, il faut être fou. C'est un message qui s'oppose. Pas ça. Moi, je pense que c'est clairement une quête identitaire et une remise en question. Il y a la quête identitaire dans cet aspect où c'est un personnage c'est le boss, fou, quoi, qui a l'envie d'anarchisme, qui a une certaine envie un peu cachée et pas trop à la fois un peu de révolution, mais il gère très très mal ce processus. En fait, c'est un anarchisme non réfléchi. C'est un anarchiste non réfléchi qui a aucune pensée dans ce qu'il veut faire. C'est un bouc dans la vie quotidienne qui fonce dans le mur et qui se dit pourquoi je me suis tapé le mur, alors qu'en fait c'est pas être fou, t'es fou quand tu veux être anarchiste, c'est justement les choses qu'il faut pas faire
pour essayer d'être mieux, en fait. Enfin, je veux dire, c'est mal amené, etc. Et on pourrait croire que c'est le message là, mais là où je suis pas d'accord, c'est pareil. Schizophrène, je suis même pas sûre que c'est avéré, parce qu'en fait, j'ai l'impression plus que c'est une symbolique du film, de l'alter ego qui se crée, etc. Effectivement, de l'alter ego stylé qui veut être. Oui, stylé, oui, mais évidemment. Oui, l'alter ego dans le sens là, on s'est compris. Ça renvoie à la quête identitaire. Alors, oui, exactement. Mais je pense que c'est sous cette forme de schizophrénie qu'ils l'ont montré, mais je suis pas sûre vraiment que c'était... Enfin, c'était pas autour de cette maladie, c'était vraiment une symbolique de « Ok, je veux m'en sortir, comment je fais ? Je vais créer un perso qui va faire tout à ma place. » Mais au final, on sait très bien que c'est lui qui faisait ces actions-là, juste elles ont été remplacées dans sa tête et c'est un peu bizarre, mais c'est plus... Oui, du coup, c'est ok, c'est pas de la schizophrénie, mais ça reste quand même une maladie mentale que je ne connais, je ne connais pas le nom. C'est pas clair de toute façon, c'est pas le but. Mais voilà, mais en fait, c'est ça le problème, c'est que le perso est pas clair. Et du coup, c'est pas un perso réfléchi qui mène des actions. Je suis d'accord. Et t'es là en mode, ok, bon, c'est de l'anarchisme, vraiment. Mais t'es là en mode, ok, c'est un anarchiste parce qu'il est fou et qu'il mène une armée vraiment... Tout le reste des persos qui sont avec lui, c'est vraiment des golemons, quoi. Genre, c'est vrai. C'est vrai. Ça, oui, justement, à la fin, tu te rends compte qu'ils sont très bêtes, les mecs qui le suivent. Et tout le monde le suit et tout le monde n'a aucune pensée propre et ils sont traités comme des cons, quoi. C'est vrai C'est-à-dire que tout ce que va affirmer Tyler, ils vont dire « Ah, mais il a trop raison, je vais faire exactement ce qu'il veut. » Mais c'est même ça, on sait pas, ça se trouve, c'est juste son imagination, parce que de toute façon, tout ce film, on comprend rien à sa personnalité, qui il est vraiment, parce que lui-même ne sait pas qui il est vraiment, et t'as l'impression qu'il a pris tous les gens sur la Terre, des personnes paumées, et il a mélangé toutes les personnalités, et il a fait ce mec. Et du coup, je trouve ça dommage de filmer ça pour cette thématique-là, quoi. Oui, genre vraiment, dans les anarchistes récents du cinéma, quoi. Genre les premiers trucs qui viennent en tête, c'est quoi? Ça serait Fight Club, où c'est vraiment un mec fou qui aborde ça. Genre quand j'ai réfléchi, je me suis dit bon, le premier truc qui m'est venu, c'est totalement con, et vraiment genre juste le Joker. Ouais. Ou qui monte un peu une sorte de soulèvement à la fin, parce que c'est pareil, c'est Encore la ville, un c'est Gotham, c'est corrompu, et putain, c'est encore un fou. Tu te dis, putain, mais les seuls mecs qui montent un truc un peu pseudo-anarchiste, Ouais, je vois ce que tu veux dire. c'est que des mecs qui sont complètement... Bon, ok, si t'es anarchiste, c'est que... C'est un peu dommage, ouais. C'est que t'es là, tu vis dans la société, tu veux qu'elle change, tu veux, par des actions... réelle et dangereuse et tout ça, sauf que c'est que à montrer à travers l'image de fou. En fait, t'as l'impression qu'il veut montrer que ok, c'est bien vos idées, mais vas-y, faites pas les golemons et faites pas les fous pour faire ça, comme si tous les anarchistes allaient faire ça avant de se rendre compte que c'était pas bien, quoi. C'est ça, et c'est ça qui est dommage. Après, c'est aussi un peu une représentation de ses propres yeux, de ce qui est et de ce qui a été avéré à l'époque. Il date de quand déjà ce film? Fight Club, à 2000, 2000 1 ou 2 années plus. C'est quand même très représentatif de... Ah non, ouais, c'est peut-être des un 17, je crois. Hein. Enfin, bref, peu importe, dans les années 2000-2010, c'est quand même... Ah non, 99. Peu importe. À l'époque, une représentation assez fidèle, plus ou moins fidèle, des anarchistes new-yorkais. À l'époque. Donc, en soi... C'est sûr que maintenant, ça a évolué. Mais... Ah, mais bien sûr que oui, ça a Ça évolué. date des 99, c'est vrai qu'il n'avait pas la même vision. Mais je vois ce que tu veux dire, c'est dommage. C'est pas qu'il n'avait pas la même vision, c'est que c'était comme ça à l'époque. Là, maintenant, ça a changé. Après... Mais même tout le monde... C'était comme ça, mais aussi tout le monde les voyait comme ça, alors que je pense pas que tout le monde était comme ça. Tu vois, c'est comme aujourd'hui, tu vas demander à des gens d'extrême droite comment ils voient les anarchistes. Bon... Voilà. Pourtant, enfin, voilà. Après, malgré les actions, etc., qu'on peut qualifier d'anarchistes ou voire de terroristes de Tyler Durden, je pense le propos principal, comme vous l'avez dit, c'est sur la masculinité, en fait. C'est un mec qui va se créer une persona d'acteur hollywoodien, du coup incarné par Brad Pitt. Ah, clairement, oui. C'est un mec qui en fait, qui a intégré, qui a bouffé tous les codes à la con de la masculinité qu'on lui a vendus dans les magazines, dans les films, etc. Et qui va les recracher, mais de manière complètement destructrice. C'est pour ça que j'ai lu une critique, moi, qui disait que de base, c'était vraiment... Donc le mec, il est pas bien dans sa vie, tout ça. Après, il y a le sujet de la masculinité toxique, tout ça.
la démasculinisation aussi avec tout le castrage, tout ça, et qu'après, en fait, t'en reviens, quand tout ça se finit, tu te rends compte que le problème principal n'est pas réglé, et Non, que donc, absolument c'est la pas, ouais. solitude. Le vrai thème, c'est la solitude, et comment il se sent mal, et comment il fuit tout ça, en fuyant Marla, tout ça, et voilà. Mais son thème principal de comment fuir ça, c'est la violence, Oui. la masculinité toxique, le truc. Puis en Tous plus, les ils ont codes, pris, justement, ils ont qui pris sont- Brad Pitt, vraiment Bah, le on sex nous montre symbol. un mec malsain. Bah oui. Hein. C'est ça. C'est un mec ultra malsain qu'il faut Bah, fuir. après, quasi tous les persos des Fincher, c'est des mecs fous, un peu obsessionnels, souvent à cause de leur solitude. Oui. Fight Club, voilà, on a déterminé pourquoi. Zodiac, le perso de Jake Gyllenhaal, l'obsessionnel qui veut absolument remplir sa mission. Dans Gone Girl, c'est la meuf voilà, la plus froide la meuf. que moi personnellement, sa froideur m'a matrixée. Voilà. Benjamin Parce que, Button, putain, sa folie, ça tue son mari. Benjamin Button, c'est clairement, par contre, on peut rejoindre avec Fight Club sur juste la quête identitaire. Après, par contre, au niveau de ce que tu viens de dire, c'est pas forcément en adéquation, mais par contre, quête identitaire, il y a clairement un lien. Il y a toujours ce truc de personnage paumé qui se cherche. Vraiment. Ben, voilà, mais même son dernier aussi, The Killer, où c'est vraiment Je l'ai pas vu, genre. celui-là. Ouais, mais celui-là, c'est vraiment. Moi non plus, pas encore vu, celui-là. C'est le summum de la solitude où vraiment C'est c'est. badant. Genre. Pour moi, vraiment, The Killer, c'est vraiment l'analogie du vide complet, quoi. Que ce soit. Du vide dans quel sens? Que ce soit. Par rapport aux menaces qu'il fait pendant plus de 2 heures ou vraiment le personnage en lui-même? Dans quasi toutes les thématiques du film, c'est un perso seul qui est tellement seul et genre qui va se parler à lui pendant quasi 2 heures, hein. Donc voilà le concept de la voix off qui revient pas mal dans les Fincher généralement, que ce soit le début de Fight Club surtout. Benjamin Button, sauf que Benjamin Button c'est pas du tout la même chose. Oui. Genre dans The Killer et Fight Club, en fait ils vont faire une voix off pour faire un mec voilà, qui parle un peu de la société avec cynisme et des trucs en général. Encore l'influence film noir, justement. Voilà, c'est ça. Et sauf que dans Benjamin... Ce que parodie déjà Godard dans Alphaville aussi. Oui. Il y a un truc auquel on n'a pas. Attends, je peux finir sur The Killer. Et du coup, dans The Killer, voilà, t'as ce truc de la solitude et du vide où du coup, c'est le mec seul, méticuleux, tu vois. Et en fait, c'est surtout cette thématique-là, le méticuleux. Et même dans sa mise en scène et tout, vraiment une mise en scène. Mais c'est pour ça que Fincher, mis à part 2-3 films que j'aime bien, pour moi c'est trop méticuleux et carré et on fait pas vraiment dans l'émotion et ça me touche pas, tu vois. Genre au son on en fait trop. Un constat que je me suis fait en comparant Fight Club et Killer, c'est qu'en fait déjà dans Fight Club, le mec il se rappelle quasiment pas de sa femme, si je me trompe pas. C'est ça. Et dans Killer, Sa on femme voit est- que deux Sa scènes, femme est 2 ou inhabile. 3 scènes avec sa femme et ça se passe pas forcément bien. Et Moi, c'est- je soupçonne un truc pas très ouf. C'est que Fincher, je sais pas s'il a une bonne relation avec sa femme. Bah, tiens, on va lui demander. Quand t'analyses tous les couples qui met, Soit elle meurt, qui met en scène, C'est des relations qui finissent très très mal. dans Gone Girl, c'est affreux et on sait pourquoi. Bah, la meuf, elle est atroce. La meuf dans Gone Girl, j'ai pas envie de la connaître. vraiment. Pareil, dans Alien 3, la meuf d'Ellen Ripley, en tout cas, le mec d'Ellen Ripley, il meurt. Voilà. Mais il y a un Ah truc, oui, non mais. il y a un truc que j'ai bien aimé quand D'une même. manière absolument atroce. C'est pas Il y a- non plus la meilleure des choses. Il y a un truc que j'ai bien aimé dans Fight Club, c'est quand même le montage. Je trouve la fin, il y a une scène assez impressionnante. Non, après, filmiquement, que ce soit mise en scène et tout ça, et Fight Club, ça marche, tu vois. J'aime bien, je trouve que ça marche. j'aime bien le montage. Mis de à part le Fincher, début mais- où je trouve que c'est vraiment un épisode de bref, quoi. Mais j'arrive dans le film, il tape une voix off, il raconte sa vie pas fou. Et en plus, il y a pas mal de similitudes en vrai. Je crois que vraiment. Bon, après, j'ai pas vu d'interview de Ken Kojandi pour bref. Mais déjà, la meuf qui s'appelle Marla
elle, du coup, Martha, le fait qu'il travaille dans un bureau, j'avais noté d'autres trucs, mais même dans Zodiac, il y a le bureau qui revient. C'est des trucs que je me suis dit, ok, bah en fait, Kian Kojandi, quand il a écrit Bref, genre vraiment, je pense qu'il s'est un peu typé sur Fight Club. Et aussi le truc du coup, la double personnalité, la personnalité. Quelqu'un a vu Bref ici ? Non. Bref. Oui. Voilà. Moi, non. Et du coup, tu sais, à la Chiron à la fin. Oui, ouais. Du coup, quand il révèle que c'est une de ses personnalités. Genre, vraiment, voilà, quoi. Oui, je pense qu'il a probablement été très influencé par le cinéma de Fincher, et ça m'étonnerait pas. Hein. Ce que je trouve, par contre, c'est qu'effectivement, dans les films de Fincher, ce que j'ai du mal à retrouver, c'est, par exemple, tu me dis pas que c'est lui qui a réal tel film, j'aurais pas forcément deviné que c'était lui. Enfin, j'ai du mal à retrouver sa patte artistique. Pareil, genre, j'ai revu Alien 3 pour... c'est encore le chat qui m'a sauté dessus. J'ai revu Alien 3 pour l'émission, et tu regardes ce film-là, pas mis à part quelques plans, j'étais en mode ça pourrait n'importe quel réal. C'est parce que Alien 3, il faut pas l'analyser en tant que Fincher. Par contre, non, moi je le considère absolument pas comme un Fincher. Non, il faut pas. Juste, il y a beaucoup de thèmes qui reviennent entre les meurtriers, la quête identitaire. Oui, mais c'est pour ça. En fait, il y a des thématiques, comme tu as dit, vraiment, pour moi. Scénaristiquement, oui. Le psychopathe, la thématique du couple qui va pas. Vas-y. Les meurtriers, la quête identitaire, mais en revanche, en termes de l'échelle de plan, tout ça, le montage, j'ai du mal à retrouver des similitudes. Même Benjamin Button, tu regardes Fight Club, tu regardes Benjamin Button. C'est vrai que Benjamin Button, ça a un peu rien à voir avec t'as pas l'impression que... Benjamin Button, c'est tourné comme si c'était un Zemeckis, en fait. Genre, tu me dis Benjamin Button, c'est un Zemeckis. Moi je te crois direct. Moi je te crois direct. Mais Benjamin Button, c'est vraiment un Forrest Gump d'après, quoi. Il y a clairement un lien entre les deux. Plus le film passe et plus t'oublies que c'est du Fincher. Et c'est seulement à la fin, moi je me rappelle à la fin du film, je me suis dit attends, c'est vraiment du Fincher. C'est d'ailleurs mon préféré. Et j'y croyais pas au début. Mais si, ça l'est. Parce qu'il y a quand même l'histoire et les pensées du réel qu'on voit aussi dans d'autres films. Et mis à part ça, bien mais sans plus. Ça serait la meilleure introduction. C'est un film qui est super familial pour le coup. Oui. C'est vraiment un film pour la famille et voilà, c'est tout public. Ouais, mais je suis pas très famille, moi je suis solitaire. Ce serait la meilleure introduction pour parler de Benjamin Button. Moi, c'est mon film préféré de Fincher. Moi aussi. Même si ça fait le moins Fincher des Fincher, et c'est ça qui est terrible au final. C'est parce que c'est le plus émotionnel, justement. Il est très émotionnel, c'est ça que j'ai apprécié dans ce film, mais il m'a pas charmé pour autant. On dit les synopsis là ou pas? Vas-y, raconte un peu Benjamin Button. C'est quoi Benjamin Button? De base, vraiment en faisant une phrase, c'est un mec qui vit à l'envers. Il est né vieux et il va mourir bébé. Donc il y a toute une histoire autour de l'horloge, mais j'ai pas besoin de citer parce qu'en vrai ça d'ailleurs on pourra y revenir. La thématique du temps, je l'ai trouvé pas mal dans Fincher. Justement, il y a la thématique du temps. Mais le truc de l'horloge est un peu compliqué, je trouve, à assimiler avec l'histoire. C'est forcément symbolique. Oui, c'est très symbolique. C'est très symbolique, mais le lien hyper logique et réaliste, j'ai eu du mal à le trouver. Mais en soi, voilà. Et l'histoire. Oui, du coup, quand elle dit qu'il vit à l'envers, c'est qu'il est né vieux et il meurt jeune. Je l'ai dit, ça. Elle l'a dit. Elle a dit. J'écoute pas, moi. Et du coup, il s'écoute que lui-même. Je suis obnubilée par le chat. Je suis désolée. Non, mais je suis en train de voir une scène très drôle. Arrêtez de parler, s'il te plaît. T'as Céline avec ses écouteurs, le chat qui est en train de miauler ses grands morts pour de la purée. Le podcast. Depuis le début, c'est un podcast qui ne va pas du tout dans les règles. Dans les règles d'art, mais on n'est pas là pour respecter les règles aussi. Du coup, on va voir clairement la destinée donc du personnage, je sais même plus, Benjamin Button. Toujours incarné par Brad Pitt. Justement, je vais en parler. Incroyable. Franchement, au début, j'avais oublié que c'était lui, comme une conne. Alors que bon, voilà. Et après, je fais mais il me fait penser. Mais non, Juliette, t'es trop conne. C'est Brad Pitt. Kate Blanchett, incroyable aussi, très bon casting. Ouais. Très très bon casting. En plus, c'est une très bonne actrice. J'aime trop leur. Ils jouent bien ensemble en plus. Du coup, en fait, c'est hyper. L'histoire, c'est quoi? C'est quand même relativement l'histoire de la vie de Benjamin Button, mais qui est quand même tournée beaucoup autour de son histoire d'amour. Oui, c'est ça là qui revient. Qui est quand même chaotique au final. Et ça aussi, c'est vraiment en termes de couple, c'est pareil quoi. Et c'est la plus. Se poser des questions. C'est la plus dramatique. Parce qu'elle vit normalement en fait. Elle naît enfant et tout. Et d'ailleurs, il commence à avoir ce lien quand elle a 7 ans et lui
12, mais Louis XII, c'est-à-dire qu'il ressemble à un vieillard de 75 ans, quoi. Et donc, c'est là où tu vois un lien. Et je trouve qu'il est pas si malsain que ça. T'as pas l'impression que c'est hyper bizarre. Bah, en fait, quand je l'avais regardé du coup avec Roman, j'étais là en mode, au début, c'est bizarre quand même. Oui. Ils ont le même âge, mais niveau... Enfin, niveau pas 7 et 12. Niveau... ok. niveau expérience et tout, ok, ils sont à peu près sur la même longueur d'onde. Sauf que dans la thématique du corps, tu vois, c'est bizarre et c'est pour ça que c'est que dans l'entrechoc à un moment donné. Mais Fincher, le but, ça a été de montrer justement que les enfants n'ont pas d'a priori sur le physique. Elle, la petite fille. Il n'y a aucune volonté d'être malsain en plus. Non, et oui, et Kate Blanchett, elle. Il l'avait affirmé dès le début. Oui, bah oui. Comment il s'appelle le personnage Kate Blanchett déjà? Comment elle s'appelle? J'ai plus son prénom. Je retiens pas les blagues. Bon, la meuf là. Dis Kate Blanchett. Kate Blanchett, en fait, elle est là au départ et en fait, c'est ça aussi qui veut dire, c'est que vraiment les enfants n'ont pas d'a priori sur le physique puisque tout de suite, elle a senti que Benjamin Button était vraiment un enfant en fait. Et elle a été clairement au-delà du physique. En plus, il se passe rien de bizarre non plus. Il n'y a pas de relation intime ni rien au moment-là, donc c'est moins gênant. Enfin, j'ai eu peur de ça au début. Je me suis dit, oh non, heureusement, il n'a pas été là-dedans. Non, mais c'est parce que c'est le perso de Brad Pitt et la bonté incarnée, comme Forrest Gump. Clairement. Ah oui. C'est très similaire. C'est pour ça que je parlais de Zemeckis. C'est une bonne comparaison. C'est pour ça, je parlais de Zemeckis, c'est que le personnage de Benjamin Button, c'est typiquement ce genre de personnage à la Forrest Gump. Où il vit plein d'aventures, mais au final, la thématique qui revient le plus, et en fait, c'est son amour d'enfance qui revient, et au fur et à mesure, pour qu'au final, il s'accorde, mais très peu de temps, quoi. Bah, c'est ça, ils s'accordent, mais très peu de temps, et à un moment, ils se rendent compte qu'ils sont à peu près du même âge, et elle, il y a une thématique aussi féminine, qui est la peur de vieillir, la peur de ne plus plaire, etc. Ça aussi, ça revient. Et il y a un truc aussi qu'on a oublié de dire. De base, c'est un truc... c'est Kate Blanchett qui raconte l'histoire de Benjamin Button. Oui. C'est pas Benjamin Button qui raconte l'histoire. Et à travers sa fille. Donc, avant de mourir, elle lui fait lire son carnet intime ou je sais pas quoi. Et en fait, tu te rends compte d'ailleurs plus tard que c'est la fille de Benjamin Button aussi. Ouais. Et c'est ça qui est aussi très touchant puisque ça commence là et tu le comprends. Tu comprends pas si rapidement que ça que c'est elle, Kate Blanchett, enfin que c'est elle le personnage. Moi, je l'ai compris très très tard. Moi, je l'ai pas compris super tard, mais je l'ai pas compris au départ. Ça fait regarder un film ou non, je l'ai compris dans le film. Je l'ai compris dans le film. Je l'ai compris au bout d'un quart, tu vois. Je l'ai pas compris direct, mais je l'ai pas compris non plus super tard. Mais c'est juste que j'ai fait ok, c'est intéressant et tout. Mais il y a encore une fois ce truc qui revient avec Fincher de narration un peu, comme au départ de Fight Club où il raconte quelque chose et tout. Et c'est beau parce qu'on voit l'histoire à travers elle. Et d'ailleurs, en plus, il y a un moment, il tombe amoureux d'une autre meuf. Après, c'est parce que c'est la vie parce et qu'ils sont plus... Parce que la vie est super longue, en fait, au final. Mais c'est à un moment donné, ça raconte toute sa vie. Donc, quand ils sont pas ensemble, c'est normal. Elle n'a pas eu beaucoup d'expérience, alors. La première véritable histoire d'amour de Benjamin Button, c'est avec, du coup, une femme qui est jouée par Tilda Swinton, qui est vraiment beaucoup plus âgée que lui, en tout cas à ce moment-là. Mais elle le sait pas. Elle le sait pas, non, elle croit qu'ils ont à peu près le même âge, ou en tout cas, pour elle, c'est Benjamin qui est plus vieux qu'elle, alors que l'inverse, il est vraiment... Mais même leur liaison, elle est chelou un peu, ils se voient que le soir tard. Parce que c'est une femme qui est mariée. Oui, Tilda Swinton, son personnage est marié, ouais. Ça traite la tromperie, encore une fois, il aime pas les femmes. Il a un passif, en vrai, à chaque fois qu'il traite une femme bien... c'est que soit c'est une connasse, soit elle est inexistante. C'est bizarre. Et en fait, ce qui est terrible et que moi qui m'a vraiment touchée quand même dans ce film, c'est que vraiment à la fin, on se rend bien compte, ils font le choix quand même d'avoir un enfant parce que l'amour est plus fort, alors qu'ils savent très bien que lui-même va devenir un enfant et que elle va s'occuper de lui. Et ça, c'est horrible à voir. J'ai trouvé quand il devient enfant et qu'il l'appelle à la fin, elle, ça commence à être une dame assez âgée, enfin pas non plus hyper vieille, mais voilà, et elle s'occupe de lui. Et clairement, ce garçon devient clairement sénile et il se rappelle même plus d'elle et ça m'a brisé le cœur et le fait qu'il meure enfin. La fin est horrible. Ah franchement, c'était triste. Et pour une fois, j'ai trouvé que dans un Fincher, l'histoire, elle est, il y a de la psychologie derrière, mais elle est un peu plus, elle est super touchante. C'est pas, je vais pas dire que c'est, il y a une douceur clairement. Je vais pas dire non plus que c'est pas lourd, mais
toujours d'habitude, t'as des torsions dans tous les sens à comprendre les machins, alors que là, c'est assez simple. Ça reste un film qui est très positif, finalement. En fait, non, et puis même... Par rapport Ouais. mis à part la fin qui, bon, c'est Le un peu con- dramatique, mais... Mais en normal, fait, tu le vois, c'est contexte- assez poétique. Sauf que la fin des Fincher, en général, c'est assez nihiliste. Mais le un peu. contexte Ah oui, est bah, complexe. c'est ce qu'il veut aussi, mais Mais je pense c'est là la redondance que je parlais. Enfin, Mais je pense que le ça contexte, change pas. il est complexe parce qu'il y a tout cet événement autour de il vit vieux, etc. Puis il rajeunit. Mais en fait, c'est ça. Je pense que tout le contexte est complexe et au final, il a une vie super simple pour sa vie qui est compliquée. Et du coup, l'histoire qu'on suit, c'est clairement une histoire d'amour au final. Et t'es là en mode putain, tu t'attends à un film. D'habitude, il y a toujours des retournements de 50 000 trucs. Et là, en fait, on voit une histoire d'amour. Limite, c'est que ça. Mais vu que c'est dans un contexte tellement complexe, ça passe super bien en fait. Et Et c'est pour ça que cette fois, les 2h40, ça se fait pas Ça vraiment passe ressentir super parce qu'il Non, ouais. il vit 50 000 trucs. Donc, bah, au final, c'est vraiment un film Avec de la douceur aussi. de dimanche Il y a après-midi, une tranquille. Il y a une séquence de guerre aussi qui est particulièrement prenante. Et qui a. elle est qui- imposante. Hein. Elle est super. Elle Elle est est, vraiment... elle est incroyable. qui Ouais. vient de nulle part, Je me hein, rappelle mais plus. ça Je fonctionne. sais tu même vois. pas. il y a- Comment elle a introduit En fait, En gros, il est du sur le coup, bateau de pêche. C'est ça. Ah C'est- oui. c'est Benjamin Button, il est engagé sur un bateau de pêche. Et en fait, le Avec bateau est son père. réquisitionné. Non, c'est avec un gars lambda. avec un ami qu'il a rencontré dans un port. Ouais, Et, à 30 Et minutes c'est d'ici, juste un capitaine de bateau un peu à la capitaine Haddock qui est toujours bourré. alcoolique, c'est pour ça Et- que j'aime bien. Oui, c'est et- Ça, on aime bien. et du coup, le bateau est réquisitionné par l'armée américaine pour aller faire la guerre. Je sais plus contre qui exactement. Je crois que c'est les Allemands. C'est un U-boat allemand, je crois, qui se combattent. Oui, parce que c'est la Seconde Guerre Ouais, mondiale. c'est un U-boat allemand, je crois. Et parce que ça pourrait être des Japonais ou des Russes à un moment ou l'autre, etc. Mais là, je Bah pense après, que c'est t'as un pas leur U-boat, point de vue en soi, donc non, on aperçoit que le bateau de loin. Ouais, on aperçoit c'est un sous-marin, on l'aperçoit de loin, on voit pas trop, mais en tout cas, oui, le bateau est réquisitionné. Il y a une séquence de guerre qui est particulièrement prenante où t'as les membres du bateau qui sont shootés. Là, on est vraiment sur du Fincher, c'est ultra violent d'un coup. Et pourtant, il a jamais abordé la guerre en soi. Quoi. Alors Genre, si justement, si par contre, n'oublions pas que Benjamin Button, il est né justement au moment où la guerre se finit. Non, oui, dans un autre film, Dans je disais. Non, dans Benjamin Button. Non, bah on parle de Benjamin Button là. Mais Ah, du coup- dans d'autres films. Ah, j'avais Oui. pas compris ça. Mm. Ok. Mais d'ailleurs, justement, ça de base, c'est à ça qu'elle servait l'horloge. C'est l'horloger. Enfin, dans l'histoire, c'est il a voulu mettre une horloge à l'envers pour faire revenir des soldats de la guerre, etc. Ceux qui étaient morts. Mm. De base, c'est hyper symbolique et tu te dis. Enfin, ils ont grave rattaché Benjamin Button à cette horloge, alors qu'en fait, on n'en verra jamais le lien, mais c'est un lien symbolique. D'ailleurs, son père, qui au départ, ça commence comme ça, qui abandonne son fils, etc. Il essaye de se rattraper à la fin, mais c'est un truc fort. Et encore une fois, il lui pardonne si simplement, alors que t'as sa mère, du coup, adoptive, qui va vraiment lui en vouloir, etc. D'ailleurs, elle est incroyable, je trouve vraiment. Bah, après, le personnage de sa mère. Benjamin Button comprend lui-même que si, c'est d'ailleurs ce qui est abordé à la fin du film, quand lui-même a une fille, il veut pas du tout qu'elle soit comme lui. Oui, il y a ça aussi, mais dans tous les cas, Il y a une c'est- thématique familiale très prenante aussi. C'est la candeur. La candeur, on y C'est la revient. c'est la candeur en lui-même, et c'est comme Forrest Gump, c'est vraiment la simplicité, la gentillesse incarnée, la bonté, quoi. Ça clairement, dans ce film, c'est cool. Et c'est ça, en fait, il a une vie tellement complexe et il arrive quand même à le vivre. Puis la fille aussi qui découvre que c'est son père, elle pète un câble. Mais, et puis tu vois que c'est véritablement l'amour de sa vie à Kate Blanchett. Mais c'est horrible même à elle pour vivre. C'est affreux. Puis quand elle le voit bébé, et en plus après, sa relation change totalement. C'est plus son amour, c'est son... En plus, il se souvient pas d'elle, c'est son enfant, quoi. Ça me... Non, et, Chaud cœur. c'est un truc Et bizarre. vraiment, vers la fin du coup de la vie de Benjamin Button, elle prend le rôle d'une grand-mère en fait qui éduque son petit-fils, etc. N'oublions pas que de base, ça c'est quand même une nouvelle. C'est une nouvelle de Fitzgerald, je sais plus qui. C'est là. c'est un bouquin C'était une nouvelle, pas un Une nouvelle, bouquin. ok. C'était une nouvelle. Et du coup, ça a été adapté. Donc l'histoire, elle a été modifiée parce que c'est pas exactement ça, mais de base, c'était une nouvelle. C'est pas une histoire vraie. Putain, c'est bizarre. Bah si, moi, vous savez pas. Mm, Les c'est- gars, j'ai 80. Les gars. J'ai 70 ans. là. Ah, Il me ça reste se voit, 10 ans, les hein. rides commencent à pousser. Mais non, justement, je rajeunis, putain. Ouais, mais Tu t'as quand rajeunis même des rides. Hein. Je vais devenir bébé. Mais oui, du coup, là, c'est vraiment le couple, l'un des couples du cinéma qui m'a le plus touché. Clairement. Genre, au final, parce que c'est même pas un good person wrong time comme Maza aime dire. C'est genre. Pense ça, Maza. C'est juste que c'est un wrong time, mais genre temporairement, du coup.
où du coup ça devient parce qu'il se rencontre une première fois et ça matche pas parce qu'il est encore trop vieux et elle est un peu trop jeune et il se rencontre une deuxième fois et là ça match direct quoi, donc c'est dans toutes ces thématiques de films où et au départ, il la rejette parce qu'il a peur d'être pas assez bien pour elle en plus. Il y a tout ce truc-là aussi. Alors qu'elle, elle est dans sa vie virevolte, là, où elle fait un peu tout. Ah, pareil, il y a un truc qu'on a oublié de parler, mais qui m'a marqué dans le film, au niveau de la thématique du temps. C'est littéralement quand elle a son accident et qu'elle peut plus danser. Là, il y a tout un truc qui a été hyper bien monté d'ailleurs. C'est un truc vraiment... Amélie Poulain, genre version 10 000 quoi. Et c'est là où je me suis... Et en plus, ça a été fait après Amélie Poulain, donc je me dis... Bon, l'influence. Il y a forcément une aspect parce qu'ils sont sur Paris en plus à ce moment-là. Donc il a voulu faire une Amélie Poulain si cet événement n'était pas arrivé dans un cheminement. Ouais, si ça c'est pas arrivé, il y aurait pas ça, il y aurait pas ça. Et ça j'ai trouvé intéressant parce qu'en fait c'était au début je me suis posé la question pourquoi c'est là, qu'est-ce que ça fout là. Et en fait tu te rends compte que c'est clairement pour la thématique de temps qui est répétée. Et il y a ce signe-là. Il y a aussi le moment, bon déjà de l'histoire en elle-même, hein, c'est une thématique du temps, mais il y a des petits rappels comme le mec qui s'est fait frapper 7 fois par la foudre là. Ça sort de nulle part et t'es en mode 1. Et en fait tu comprends que c'est des petits signes que le temps il est mené bizarrement dans tous les cas et que le temps gère ta vie au final et que toi, peu importe ce qui t'arrive, faut essayer de la vivre comme toi t'as envie en fait et que le truc quelle belle philosophie. En fait il y a deux sortes de temps différents dans le film. Il y a ce truc de l'inéluctable où forcément à un moment donné il y en a une qui va être trop vieille et l'un trop jeune et du coup c'est un truc sur la longueur et tout, et un truc que tu peux pas éviter. Et t'as le truc du coup de ce montage d'Amélie Poulain et t'arrives sur cette thématique du temps où coup de chance sur coup de chance sur coup de chance sur coup de chance. Ouais. Et là c'est pas de l'ordre de l'inéluctable, c'est Frederick Snitch. Non mais c'est vrai, ça c'est un truc philosophique de ouf, de tout est déterminé, genre tout ce que tu fais en gros est déterminé, etc. Et même d'ailleurs le fait qu'ils se croisent à un moment justement dans le montage Amélie Poulain c'est pas du déterminé, justement c'est du déterminisme. Pourquoi ? Parce que c'est là où il y a ce truc qui pour moi genre vu qu'il s'est passé ça genre, donc leur histoire d'amour c'est loin le déterminisme en soi, c'est tout ce que tu fais est prévu. Même si là par exemple je me dis je voulais me lever du pied droit, bah tu sais quoi, je me lève du pied gauche, ouais mais dans ce cas c'était déterminé aussi par on ne sait quoi, tu vois, genre si tu pars de ce principe là et comme et c'est aussi pour montrer que là elle a pas eu de chance, mais combien de fois on a eu de chance dans ce cas de pas mourir d'un accident, tu vois. Mais voilà, enfin c'est un peu du déterminisme et oui et non effectivement c'est un peu contradictoire, mais même c'est du déterminisme aussi, le fait que à un moment c'est inéluctable, ils vont se croiser, ils vont avoir le même âge et ils vont profiter encore plus de ce moment. D'ailleurs, petite anecdote, le bébé qu'ils ont, c'était vraiment la fille de Brad Pitt et Angelina Jolie. Ah bon? Ouais. C'est mignon. Voilà, c'était vraiment c'est mignon. Mais du coup, ouais, il y a tout ce truc aussi de... ils ont profité, tu vois. Ils ont profité de leur relation, mais forcément, à un moment donné, t'as ce truc d'autodestruction. Genre, leur relation, à un moment donné, elle pourra que s'autodétruire. Et il y aura... Même si c'est contre eux, tu vois. Et ils pourront pas... Et à un moment donné, ça pourra plus le faire. Et c'est quelque chose qui revient aussi beaucoup dans les Fincher, l'autodestruction. Clairement. C'est genre dans Fight Club, dans Fight Club quand il essaie de se suicider à la fin, puis quand il se frappe tout le temps, même avec le Fight Club. Il y a aussi en fait j'avais noté plusieurs sortes d'autodestruction dans les différents films, où genre du coup dans Zodiac c'est un peu une autodestruction par l'obsession et la vérité. Il y a clairement l'obsession qui traîne partout dans genre dans Gone Girl c'est l'autodestruction de l'amour et la haine qui se rejoignent par le protagoniste principal féminin. Et ouais, c'est... Je l'aime pas elle, hein. C'est pas que je l'aime pas, c'est juste que elle m'a marquée, ou c'est l'une des femmes les plus froides et les plus calculatrices que j'ai vues au ciné aussi. J'ai jamais vu ça moi perso. J'ai jamais vu ça. Mais oui, en plus c'est très bien joué, mais en vraiment fait, elle me foutait trop mal. Elle me mettait trop mal à chaque fois. Ça revient aussi sur l'autodestruction et le temps, parce que en fait elle a tout calculé pour que son mari passe comme l'ennemi public numéro 1. Mais en fait c'est un peu ça aussi qui me dérange intrinsèquement dans le film, c'est que c'est bien raconté, ok, c'est super, j'adore le film. Mais au final,
qu'est-ce que ça montre ? De quel là ? Du Gone Girl. Ça montre du coup le point de vue du mari qui subit tout malgré le fait qu'il l'ait trompé et tout ça. Et la femme complètement barjot qui va commencer à tuer des gens, etc. Sauf que ça veut dire quoi ? Genre, c'est un peu un film genre Not All Men. Et tu vois, c'est relou. Parce que Fincher a décidé de prendre parti sur le fait que la femme est complètement insupportable et le mec subit tout malgré que il est trompé, tout ça, tu vois. Il a une mauvaise expérience avec les femmes. C'est ça. Et Je vous le dis depuis le début, il y a un passif qui est là-dedans qui n'est pas forcément bon. je trouve le film super, mais c'est juste ça en fait, c'est de la contradiction sur de la morale, en fait. Même d'ailleurs, dans Benjamin Button, si le seul moment où ils sont heureux, c'est vraiment quand ils ont rien, ils dorment sur un tapis limite, sur un matelas. Ça, pareil, là, je rebondis sur ce qu'on disait avant. C'était aussi pour montrer qu'ils sont heureux avec peu de choses et aussi que l'âge ne fait pas le truc, parce que pareil, il va trouver un métier quand il est méga vieux, alors qu'en fait, il est jeune. Et il veut prouver en fait au monde que t'as pas d'âge en fait pour commencer à faire des trucs, puisque clairement, c'est une question de capacité. Après, bon, si t'es trop vieux, voilà. Ça n'a rien à voir avec le truc des femmes d'avant, mais c'était pour rebondir sur le truc d'avant. Après, je pense qu'il y a aussi toute la génération où ils sont le plus heureux, c'est justement c'est entre les années 60 et 70. Donc c'est la génération beatnik aux États-Unis, et donc c'est toute la génération justement qui voilà, ont toutes les libérations qui arrivent d'un coup, les libérations sexuelles et tout, et c'est là qu'en fait finalement il y a eu un très bon vivre finalement aux États-Unis pour les populations jeunes. Et ça, justement, ça s'est très exprimé par le film. C'est ce qui a inspiré Les 7 de Chicago, le film Les 7 de Chicago, d'ailleurs, sur Netflix. Bon film Netflix. C'est mon préféré, c'est un de mes préférés. Enfin, top 5. Ce qu'on n'a pas abordé, est-ce que vous avez vu Panic Room ? Non, mais il m'intéresse. Je veux le voir. Nous, on l'a vu, Kylian. Je l'ai vu il y a très longtemps, mais j'ai plus trop de souvenirs. Il y a eu beaucoup de critiques là-dessus. Énormément, et ça a fait grosse vague. Panic Room, genre... c'est son deuxième film pour le coup, juste après qu'il ait fait Alien, même si Alien c'est pas vraiment lui qui l'a fait. C'est lui qui l'a réalisé, mais bon, tu sens que le studio il avait la main. Il avait clairement la main mise dessus. Je suis désolée pour Alien 3, il s'est pas non plus énormément foulé. C'est un petit peu je pense qu'on l'a pas laissé le choix non plus. C'est du recrachage du premier, un Alien omniprésent, mais qui est quand même matrixant. Mais Alien, j'ai jamais vu, ça me donne tellement pas envie, j'aime pas ces trucs-là. En vrai, c'est vraiment bien. Alien, c'est vraiment hypant. Alien, les deux premiers films, c'est vraiment des bangers. Genre vraiment, c'est incroyable. À partir du 3, en vrai, c'est un bon. Ça commence Fincher, à descendre. En vrai, le 3 est bon. Moi, j'aime beaucoup le 3, mais après le 3, ça fait comme ça. Ah oui. Mais en fait, c'est le thème de la résurrection qui a pas forcément, parce que ça repop les idées du premier. Et c'est un mix un petit peu du premier et du deuxième. Le deuxième plus un peu plus sur le 2, c'est l'action SF, c'est Cameron, c'est différent comme traitement. En fait, c'est mais c'est un mix des deux. C'est le traitement Terminator de la saga Alien, en fait. En fait, j'ai l'impression qu'il a surtout commencé un peu sur de l'horreur psychanalytique plus que sur c'est dans ça qu'il s'est spécialisé. Du coup, ça a Mais... commencé avec Alien et tout. Et il reprend avec Alien 3 où c'est très... En fait, j'ai revu Alien 3 tout à l'heure. Ouais. Et en réalité, vraiment, je le trouve très très faible parce que il arrive ni à être parano comme le premier Alien. Les deux premiers Aliens, les décors sont pas du tout mis en avant et j'ai été extrêmement déçue de Alien 3 par rapport à ça. Alors, le 2, effectivement, met un accent particulier sur le visuel parce qu'on est chez Cameron et là vraiment c'est la première fois qu'on voit des hangars géants dans Alien, t'as des robots géants, etc. Tu vois que vraiment le traitement il est très différent, alors que le deuxième, en fait par rapport au premier où c'est vraiment, tu vois, juste des couloirs, tu sais pas d'où elle vient, tu sais pas où est la bête. Après surtout ce que du coup reprend un petit peu dans le 3 mais Fincher. Alien, ce que j'aime bien aussi dans Alien 3 par rapport à cet aspect visuel, Alien 3 ça date de 92, c'est un des premiers films de Fincher où il utilise vraiment de la photosynthèse, et pour un film de 92 c'est vraiment bien foutu, donc sur ça moi je lui donne quand même un bon point. Pour 92 t'en voyais pas beaucoup qui utilisaient de la photosynthèse à peu près quali comme ça, hein. Surtout dans les films science-fiction horrifiques. Pour le coup je crois qu'il n'y a quasi pas de CGI dans Alien 3.
Je suis pas si sûre, tu vois. Je pense que la principale, c'est du stop motion. Il y a énormément de stop motion pour l'Alien. Oui, bah ça, oui. Et il y en a peut-être un petit peu, mais la majorité, c'est quand même du physique. Et c'est là qu'on retrouve aussi beaucoup pour la continuité des 2 premiers. Bah, j'avais vu un dossier... Il y a peut-être un peu de CGI filmique. Après. Ouais. En fait, il y en avait énormément. Il y en avait énormément, parce que j'en vois pas beaucoup finalement dans le film. C'est principalement des effets. En tout cas, les effets des vaisseaux, moi, je vois que c'est la même chose qui a été utilisée pour Star Wars, etc. C'est des maquettes filmées sur un fond noir et finalement, CGI, j'en vois pas beaucoup. Et finalement, c'est pour ça que je trouve que le film il marche parce que du coup, le moins de CGI peut. Ouais, Alien 3, c'est le moins de CGI que tu utilises dans ces années-là, ben le mieux ton film va marcher parce que finalement, un CGI, c'est le truc qui vieillit le plus mal finalement. À l'époque, ça a hypé les cinéphiles justement parce qu'il y en avait énormément. Ouais. Du coup, mais bah, je veux bien croire qu'il y en ait. Mais j'en ai pas repéré tant que ça. Ah ouais, non. Il a l'œil. Ouais, en fait, genre pour la CGI et tout, en général, quand les films d'étalage, je me dis ça, c'est de la CGI. Mais là, pour le film là, j'en ai aucun moment où j'étais vraiment comme ça. Donc. Ok. Bah après, ouais, ce que je voulais dire tout à l'heure sur Alien 3, c'était qu'il arrivait ni à être dans la pression du premier, tu vois, et ni dans l'actionnaire du deuxième. En fait, il veut créer un stress qu'il y a eu dans le premier, mais qui ne marche pas. Là, pour moi, ça marche pas, tu vois. Parce que, après, j'ai compris, tu vois, toute la thématique d'Alien, où le deuxième, c'est surtout la guerre du Vietnam, les aliens, c'est les Vietnamiens. C'est le mal. C'est ce qu'on avait expliqué déjà la dernière fois avec l'émission horreur. Et là, du coup, avec le 3, ça marche pas des masses, tu vois. Après, ça reprend aussi une grosse thématique de l'autodestruction de Fincher avec, du coup, le perso de Ripley qui se suicide à la fin, tu vois. Oui. Pour empêcher la réincarnation du mal et du cycle du mal. Qu'a provoqué la guerre du Vietnam, tout ça, et forcément... Par contre, j'avais quand même lu beaucoup de critiques comme quoi l'apparition de l'alien dans Alien 3, à chaque fois, les critiques que je lisais, c'était gros must, énorme surprise, incroyable. Moi, je les trouve claqués. Et ces apparitions, quand moi, je les trouve claqués. Il y en a des très bonnes, Pas dans le 3, je trouve. Quand je trouve, il y a un moment où ça marche vraiment, c'est quand c'est dans l'infirmerie. Pas dans la prison aussi. Il n'y en a pas une dans la prison. Tout le film se passe dans la prison de toute manière. Ouais, mais dans la cellule même avec les gars bizarres. Alors, il y a un moment, mais on le voit pas, où ils sont dans la cafétéria, où tu as l'alien qui prend le directeur de la prison et qui soulève du sol. Ouais. Et ça, c'est plutôt stylé. C'est parce que ça reprend un peu ce qui avait déjà été fait dans le premier, justement, et ça marche bien. Justement, il n'y a pas de renouvellement, donc je trouvais ça un peu claqué. Putain, celui-là, il y a assez peu de renouvellement, finalement, au niveau des apparitions. C'est juste du bullshit du premier et du deuxième. Je trouve, il y a un moment où ça marche bien, c'est dans l'infirmerie, justement, où tu as justement le love interest de Ripley. C'est vraiment très, très léger, quoi, pour le coup. Oui, c'est très, très léger, et ça dure pas très longtemps dans le film. Et du coup, tu as l'alien qui arrive de derrière. Et paf, genre, t'as en fait, il y a cet aspect rapidité. En fait, c'est parce que du coup, son ADN était mixé avec l'ADN du chien, vu qu'il sort pour la première fois du ventre du chien. Et ça fait très The Thing pour le coup. C'est très The Thing. Genre, déjà que Alien, The Thing, c'est ressemblant et tout, mais pour le coup, là, y a comme des The scènes Thing, qui sont super The Thing. Ça commence par un chien qui ramène la maladie dans une ville ou dans un endroit où il y a que des hommes. Ouais. Genre ça fait très The Thing, tu vois. Bon, après il y a voilà, et c'est ça aussi, c'est que à aucun moment t'as ce côté c'est un peu un recyclage de toute la SF horreur en fait. T'as pas ce côté parano dans Alien 3, et c'est ça qui est chiant, c'est que j'arrive pas à m'accrocher à un triptyque. Ça fait pas vraiment de l'action, ça fait pas vraiment de la parano, ça fait un... Et ça se voit que c'est un projet chaotique au final, c'est que ça a pas réussi à choisir un axe pertinent, quoi. Et c'est pour ça que j'arrive pas à rentrer dans Alien 3. Et du coup, pour parler de la CGI, je regardais en ligne, là, effectivement, il y en a, mais il y en a très peu, en fait. Il y a bel et bien la CGI, mais il y en a assez peu. Peut-être que je confonds avec un autre Alien. Peut-être peut-être qu'il y en a plus dans Alien 4, et après, forcément, il y en a énormément après dans Prometheus et dans Covenant. Ah ouais, peut-être, ouais.
Mais là, dans celui-là, et en tout cas, ce que je lisais là, il disait qu'il y en a effectivement pour certaines scènes de l'Alien justement, mais il y en a quand même assez peu. Ok. On passe au jeu ? Ouais. Pour aujourd'hui, du coup, j'ai préparé un petit jeu. C'est nul. Ouais. Donc, moi, je vous ai préparé un petit jeu sur justement les acteurs qui ont tourné J'ai avec. pas envie de jouer. Ok, d'accord, super. Je suis super nulle pour les acteurs. Alors, vous inquiétez pas, c'est très simple. Du coup, j'ai pris des extraits de bandes-annonces avec des acteurs qui ont joué avec Fincher, mais c'est pas des bandes-annonces de films de Fincher. Et les bandes-annonces sont en VF. Et vous allez retrouver juste avec la voix française de quel acteur américain il s'agit. D'un acteur D'un acteur qui a joué avec Fincher. Mais c'est pas un film de Fincher. Non. Waouh, la matrice dans ma Le tête. mec est parti. Ah, qu'il a HPI, le mec. Alors, tac, hop, premier extrait. De trouver une vie extraterrestre avancée. Et moi, Le je vaisseau a connais- disparu environ 16 ans après son Mais lancement. c'est une voix dans Vampire Diaries, ça. Je regarde Voilà. pas en VF, moi. Quel- Enfin, je regarde Vampire Oui. Diaries des fois. De en quel, VF et de en quel VO. acteur il s'agit? C'est Brad Pitt, hein. C'est Brad Pitt, c'est ça. Brad Pitt, C'était Brad Pitt dans Ad Astra. Moi, je voulais Ils ont le utilisé film, la même moi. voix en Il VF. n'y a pas, pour, y a pas le- d'extraterrestre dans Ad Astra. Bah On non. s'en fiche, c'est pas ça. c'est Mais pas il ça a le dit but du jeu. l'extraterrestre. Non. J'imagine des choses. Ok, bah c'était bien Brad Pitt. Tu as Bravo. bu trop de bière ce soir. Bravo. J'ai hésité, mais j'ai pas reconnu sa Bravo voix, bref. Kylian. Prochain extrait. Je rassemble une équipe de choc. J'aimerais que Lucy Scott prenne les commandes. Mais mec, c'est une voix française tellement utilisée, mais dans Ouais. toutes les séries que je regarde. Je rassemble une équipe de choc. J'aimerais que Lucy Scott prenne les commandes. Kate Blanchett. Pour moi, c'est la voix dans C'est les- bel et bien Kate Kate Blanchett. Blanchett, Ouais, ouais. c'est ça. J'allais dire que ça ressemble à la voix de la maman dans Les En Indestructibles. fait, le truc, c'est que il y a moyen. En fait, le truc, c'est que les VF, c'est tellement. Moi, j'ai vu pas mal de séries parce que je les regarde en VO et en VF. Et c'est tellement les mêmes voix utilisées en France que tu les reconnais. Mais moi, je peux te Ouais. citer 40 personnages. Alors que les justement, films, c'est c'est moins souvent que les séries, donc je les écoute moins. Ma dernière question, ce sera une question piège, justement. C'est la dernière là Non, là, Le jeu est un peu court, donc là, jeune on a déjà fait Brad Pitt et Kate Blanchett. Prochain extrait. Dites-moi François, qu'est-ce qui peut nous inspirer et nous pousser vers l'excellence quand on n'a pas d'autre choix? Black Swan. Comment? J'allais dire Black Swan, mais. Non. Non, c'est Morgan Freeman. C'est Morgan Freeman. J'allais Ouais. J'allais le dire, j'ai fait non. C'est ça. C'est. Attends, repasse, dis pas le film. Ouais, tu peux retrouver facilement. Dites-moi François, qu'est-ce qui peut nous inspirer et nous pousser vers l'excellence quand on n'a pas d'autre choix? Lucie? Non. Non. C'est Invictus de Clint Eastwood. Ah Oui, où Morgan Freeman joue Nelson Mandela. Et elle est méga vieille sa voix là, c'est pour ça que j'étais pas sûre. Et en tout cas, Cet homme est Morgan vieux. Freeman Cet homme est encore en vie. par rapport à d'autres acteurs, il a Vas-y, été j'allais le dire, toujours vas-y, j'ai doublé un par la point. même personne J'ai un pour la point. plupart de sa carrière. Elle rage un peu, j'ai l'impression quand même. Tac. Prochain extrait. On fait partie des derniers rares non zombies. Parce qu'on fait toujours gaffe. World War Z? On fait partie des derniers rares non zombies. Parce qu'on fait toujours gaffe. Ouais, pas mal ça, Gwen. C'était- Refais une dernière fois? On fait partie des derniers rares non zombies. Parce qu'on fait toujours gaffe. Mais tu mettre les voix en VO, ça aurait été plus simple parce que les voix en VF, moi ça me fait penser à tous les autres doublages. Bah, là, du coup, c'est un doubleur et justement, ce doubleur-là, il a doublé à la fois deux acteurs qui jouent dans un même film. What the fuck? Pas du tout. Mais en tout cas, dans le film-là, il joue pas l'autre acteur, il joue uniquement celui dont je vous ai mis Ça l'extrait. doit être un acteur dans Zodiac, ça, vu que tu nous as fait tous Non. les films qu'on a parlé. C'était Jesse Eisenberg dans Zombieland qui joue Mark Zuckerberg dans The Social Network et qui Qu'on n'a pas du tout parlé d'ailleurs. Ouais, et J'ai qui pensé après, je me suis dit, et qui Je l'ai vu. et qui est d'ailleurs aussi le doubleur habituel de Andrew Garfield. Oui. Et du coup, ouais. Ah. Il est Et vrai. du coup, ça c'était ma question piège. On le fait ensemble. T'as pas besoin de réfléchir à ce qui se passe. Tout ce que t'as à faire, toi, c'est nager. Et c'était vous avez pas? Indestructible. Non, c'était Jodie Foster Oh putain. dans Insubmersible. Qui a vu ce film? Moi. Ok, pas mal.
Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu non plus. Mais non, mais j'ai juste pris Tu vas me faire saturer le micro en fait. C'est ça que... J'ai lu ce livre. J'ai juste pris des bandes annonces où il y avait des acteurs qui ont joué. Voilà, il y a certains films effectivement que je n'ai pas vu dans la liste. Ah, moi j'avais adoré. Voilà, c'était le jeu. Ouais. C'était le jeu. C'est bravo Gwen. Bravo Gwen, merci à toi. Merci à tous, c'était la 7ème prise et on vous fait des gros bisous à la prochaine. T'as pas compris le concept, toi. Il y a une conclusion à chaque fois. T'es un malade ou quoi? Le chat est en train. Non, mais tu mettras ça à la fin. Le chat est en train de faire caca, je répète. Pour le prochain épisode où ce sera les Disney. Voilà. C'est bon, allez, dites votre conclusion de merde. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion de Fincher? Quête identitaire, meurtre, obsession, Problème avec anarchie, les femmes, anticapitalisme, problème avec des femmes et pas vraiment de style artistique. En fait, c'est qu'il est très méticuleux et que ça fait très. Mais il teste de nouvelles choses aussi, c'est sympa. Il est très Hitchcock et c'est pour ça que moi j'ai du mal à m'attacher émotionnellement à sa filmographie, mis à part Benjamin Button, vite fait, Gone Girl et Social Network, même si on n'en a pas vraiment parlé, mais c'est pas grave. Qui pareil, si juste parle de style, Social Network, difficile de reconnaître que c'est un Fincher aussi. Donc voilà, trop méticuleux pour moi, surtout The Killer. Je peux comprendre. Valou, on se retrouve pour le prochain épisode avec les Disney. Et oui. Elle est très enthousiaste alors qu'elle sera pas dessus. Pas dans cet épisode. C'est pas mon truc. La 7ème prise. C'est pas mon truc, les Disney. Et vu qu'on suit les sorties ciné, l'émission Disney suivra la sortie du nouveau film d'animation des Walt Disney Studios. Que personne ira voir. Que peut-être personne n'ira voir. T'avais pas dit pour faire de la com pour The Killer là? Oui. Et là, du coup, l'émission